Bonjour, bienvenue au Brady, merci d'être présent. Je tiens à vous remercier chaleureusement de venir jusqu'à nous parce que les temps sont difficiles pour les salles de spectacle et les salles de cinéma. Et donc ça tombe bien puisque Brady programme régulièrement des marathons tous les après-midi. Donc si vous n'êtes pas que fan de cinéma coréen, n'hésitez pas à revenir dans cette salle pour voir toute la belle et riche programmation qui vous offre tous les week-ends. Alors je suis Célia, je m'occupe de la promotion du cinéma coréen en France depuis à peu près une quinzaine d'années. Je travaille avec des distributeurs, des festivals, des producteurs pour faire savoir, connaître, rendre visible le plus d'œuvres possibles sud-coréennes notamment. Car malheureusement certains distributeurs ont tendance à distribuer tout le temps les mêmes œuvres, soit le thriller ou soit le mélodrame. Mais il y a tout un spectre en fait, du cinéma coréen qui est assez méconnu. Et heureusement, nous avons le Festival du film coréen qui promeut chaque année aussi cette diversité. Et cette année, il est maintenu. C'est la très bonne nouvelle. Du 27 octobre au 3 novembre. Donc n'hésitez pas aussi à visiter leur site. Ils vont revenir vers vous avec des nouveaux horaires suite à cette annonce du couvre-feu. Alors, je vais d'abord vous faire une présentation un petit peu plus globale qui va être un petit peu longue, on va dire 10 minutes maximum. Et je vous présenterai chaque autre film de façon un petit peu plus courte. Mais il me tenait à cœur de vous resituer en fait le contexte historique pour ceux qui ne connaîtraient pas tout à fait la péninsule coréenne. Pour ceux qui ne le savent pas ou très peu, c'est une péninsule qui a été longtemps envahie, occupée et colonisée et qu'on l'a surnommée pendant longtemps la petite crevette entre deux baleines, l'Empire chinois, l'Empire japonais. Et ça, c'est un fait que vous devez garder en tête car ça a un petit peu forgé l'identité nationale coréenne. C'est cette espèce de revanche sociale constante qu'il y a dans les œuvres, que ce soit la littérature ou le cinéma, où on a envie d'émancipation et de se libérer du joug colonial, du joug de l'occupant ou idéologique avec l'occupation nord-américaine suite à la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième point, c'est que la production de cinéma d'animation dans la péninsule coréenne a très peu existé puisque c'était utilisé comme territoire de sous-traitance et d'exécution. Donc les plus grands studios européens, américains ou japonais, pour les plus proches, venaient en fait faire produire leurs propres œuvres. Et donc que ce soit des studios nord-coréens ou sud-coréens, ils étaient surtout là pour faire de la sous-traitance, donc pas forcément plus qualitative, mais ils étaient là pour travailler vite et de façon la plus économique possible. Donc il y a une expérience de l'animation dans la péninsule, mais pas pareil autonome, avec un esprit entrepreneurial tout simplement. Et donc c'est là où arrive en fait toute une génération d'animateurs, de studios de production locale, et notamment le studio Dadashow, qui est le studio de Yeon Sang-go, qui lui est apparu en fait dans les années 2000. Et plusieurs studios vont fleurir, en fait, vont éclore à la fin des années 90. Et c'est pas pour rien parce que aussi pendant cette période-là, jusqu'à la fin de ce siècle, il y avait surtout aussi une dictature politique où l'objectif était le développement prioritaire industriel et économique et qui passait en fait par le BTP, par exemple, ou la sous-traitance de main-d'œuvre, que ce soit en fait dans toute l'Asie Pacifique ou voire au Moyen-Orient. Donc la création culturelle n'était pas du tout la priorité dans cette péninsule et surtout pendant le régime dictatorial sud-coréen. Donc c'est ce pourquoi très peu d'œuvres ont été conçues jusqu'à la fin des années 90 de façon autonome. Donc le studio Dadashow, en fait, c'est un projet parce que tout simplement, notre cher réalisateur Yeon Sang-go, que vous avez connu grâce au succès mondial et à sa sélection en séance de minuit au Festival de Cannes pour Dernier Train pour Busan, lui, depuis qu'il est lycéen, en fait, il a voulu être animateur, ça le fascinait, il est très grand admirateur des travaux de Miyazaki et de Satoshi Kon, et ce n'est pas pour rien qu'on va retrouver certains motifs où, en fait, désir de représenter, que ce soit une violence sociale par rapport à Satoshi Kon, ou que ce soit la beauté des paysages, parce que Yeon Sang-go, à la sortie du lycée, il a fait une fac à Sangmyeong, dans un cursus de peinture. Il pensait se lancer là-dedans, puis après il a eu son service militaire, et je ne sais pas si vous le savez, le service militaire en Corée dure 2 ans. À la suite de quoi il a trouvé un petit job dans une boîte d'animation
Mais ce qu'on lui proposait comme travail, et surtout le statut, qui était juste de l'exécution, ne lui convenait pas. Donc il a fait des petits travaux dans ce studio pendant 1 an. Et il s'est dit, en fait, à la fin des années 90, je veux gérer mes propres projets, je veux être mon propre entrepreneur, et je veux faire mes propres films d'animation. Donc j'ai fait une interview de lui que vous pourrez retrouver soit dans le bonus des vidéos de cinémacoréen.fr, où en fait on était allé le voir en 2016 suite au succès de Dernier Train pour Poussin, et il m'expliquait que lui il avait commencé en fait à faire des petits courts-métrages. Donc je vais vous citer les noms parce que je ne les ai pas retenus par cœur. Donc c'est Megalomania of D-Day, et des projets qui sont un peu plus connus et qui ont fait partie de l'Omnibus. Alors The Hell, Two Kinds of Life et Love is a Protein. Love is a Protein est le plus connu. Et il s'est, on va dire, fait la main grâce à ça et voir si son modèle économique fonctionnait tout simplement. Ce qui a donné l'occasion, en fait, au début des années 2000, au studio Dada Show de se créer. Et c'est vraiment une toute petite structure, donc je l'y apporte avec moi, mais je pense que pour les personnes qui sont au fond ne verront pas bien la photo. À la fin de notre visite du studio et de l'interview, j'avais fait une photo de l'équipe. Et ils ne sont pas nombreux. Sachez que ce que vous allez voir, ils le font à moins de 10. Et ils sont très très jeunes. Yon Sango, actuellement, il a à peine 42 ans. Et tous ses collaborateurs ont la vingtaine. Et il y a un esprit, de toute façon, entrepreneurial. C'est en fait au sein de la capitale de Séoul, ils ont leur studio, c'est un petit bureau pour Yon Sango, 2 petits open space, et voilà, ils travaillent à 10, c'est une chaîne très courte de production. Ils sont accompagnés par un partenaire qui s'appelle New. Donc si vous voyez en fait des films coréens et surtout ceux de Yon Sango, les films live, par exemple Dernier Train pour Poussin, vous allez repérer un logo avec des petites boules bleues et rouges, New. En fait, c'est un partenaire historique de financement et de production de studio Dada Show. Ça lui a permis, avec de la visibilité et des sélections en festival grâce à ses courts-métrages, à pouvoir produire ses premières œuvres de fiction en long-métrage. Et donc, les premiers qui ont été sortis, et ben, c'est en 2011, King of Kings, que vous pouvez trouver chez Spectrum en édition vidéo. Et par la suite, il a fait The Fake, qui est son 3e long-métrage, et qui est un long-métrage qui, selon moi, est le plus réussi, autant esthétiquement qu'au niveau de la narration. Donc The Fake, pour vous resituer un petit peu le contexte de ce film, il faut que vous gardiez en tête, pour les non-coréanophones, qu'il y a un mot que vous allez entendre souvent dans les films de Yon Sango, mais en général dans la majorité des films sud-coréens, c'est ton. Ton, ça veut dire argent. C'est une lubie, c'est une obsession, et c'est pas pour rien. Et vous pourrez me dire, mais dans n'importe quel pays, la réussite, l'ascension sociale, c'est une obsession pour tous les précaires ou toutes les personnes qui veulent réussir. Mais en Corée, c'est un petit peu spécifique. Comme je vous disais en tout début d'intro, cette histoire de revanche sociale, après avoir été occupée et colonisée, elle est viscérale chez les Coréens. Et comme les signaux extérieurs de richesse et de réussite sont très très importants pour être reconnus, respectés dans la société coréenne, si vous ne gagnez pas de l'argent, vous n'êtes un moins que rien. Et c'est un peu l'histoire de The Fake. L'histoire de The Fake, c'est une histoire de corruption, c'est une histoire qui tourne mal, tout simplement parce que des gens qui sont précaires ont envie de réussir, et des gens qui ont senti qu'on pouvait les exploiter vont organiser toute une arnaque. Et la plupart des récits de Yon Sango tournent autour de là-dessus, tout simplement. Et donc, dans The Fake, il y a 2 faits majeurs à avoir en tête en termes de politique et d'histoire. C'est que nous sommes dans une société très hiérarchisée par le socle confucien, où les aînés sont très très importants dans la hiérarchie et qu'il faut les respecter. Donc vous allez avoir une relation à la famille très spécifique, où le héros, Kim Min-chol, le papa, même s'il n'en vaut rien, il est censé avoir le respect de sa fille, la deuxième protagoniste de l'histoire. Et la deuxième chose que vous devez savoir, qui n'est pas expliquée parce que ce n'est pas l'adresse d'un public européen en prime abord, et que les Coréens connaissent très bien, c'est l'histoire de la corruption part d'un vrai fait divers. Nous avons, au moment où Yon Sango en fait, a écrit son scénario, il avait été très marqué par comment les politiques dirigeaient ce pays et comment en fait détourner l'argent. Et à cette époque, le président Lee Myung-bak
avait instauré des très très grands projets et il y a surtout eu un accord qui s'appelle le Korea-US Free Trade Agreement, qui a été inauguré en 2006 puis signé en 2007 entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui permettait de mettre en place une politique tarifaire de biens de consommation entre les deux pays. À la suite de quoi ça a donné la naissance du projet The Four Major Rivers Restoration, qui concernait en fait la restructuration des fleuves Han, Nakdong, Gum et Yongsan. Et ça a eu pour conséquence une dévastation écologique. En fait, ça a détruit des territoires et surtout une spoliation, une extorsion des propriétaires. On a expulsé des personnes qui avaient un petit lopin de terre pour pouvoir construire, changer le cours des rivières et des fleuves. Et c'est ce dont s'est inspiré Yeon Sang-go pour The Fake. C'est comment, en fait, des gens qu'on essaie de manipuler, on va leur dire « mais c'est pour votre bien ». Donner des sous et on va vous exproprier. Donc ça, vous allez voir de façon récurrente dans le film. Et le dernier élément concernant The Fake, qui peut-être va vous paraître très très étonnant, c'est l'imprégnation en fait religieuse. En Corée, il y a un syncrétisme religieux qui est en fait très vieux, dont les Occidentaux ne sont pas forcément en fait conscients. C'est que le royaume de Corée était sous le joug de l'Empire chinois. Et à la cour de l'Empire chinois, on avait tendance à montrer les innovations techniques, les nouvelles idées, les nouvelles théories du temps. Et le royaume de Corée était très friand de ramener ça dans son pays. Et comme je vous le disais, la structure sociale est confucianiste, donc on a un respect très affirmé concernant cette hiérarchie. Et quand en fait les missionnaires sont arrivés chrétiens, donc par Gregorio de Céspedes en 1593 dans la péninsule coréenne, c'est parce qu'ils ont été virés en fait de l'archipel japonais où ils se faisaient expulser. Et ça a été une révolution en fait culturelle, idéologique dans les esprits des Coréens, parce que déjà ils n'avaient pas vu beaucoup d'Européens, de Blancs sur leur territoire, mais c'est surtout en fait on leur instillait une nouvelle idéologie qui était complètement révolutionnaire, c'est-à-dire devant Dieu vous êtes égaux. Et ça, c'est fracassant par rapport. En fait, il faut vraiment que vous arriviez à comprendre que dans la psyché des Coréens, c'est totalement traumatisant, bouleversant, c'est quelque chose de très déstabilisant, puisqu'on les a façonnés à toujours respecter la hiérarchie. L'aîné, le seigneur, le roi. Et là, on leur dit que devant Dieu, que vous soyez le roi, le seigneur ou le propriétaire, ou l'aîné, en fait, vous êtes au même rang. Et ils ont adopté en fait cette religion, le christianisme. Et quand les missionnaires français sont revenus en fait au XVIIIe siècle, ils ont commencé les premières évangélisations. Et ça a été l'un des rares pays en fait à demander au monde à être évangélisé. Et vous savez que l'évangélisation dans le monde a été faite dans la douleur, dans beaucoup de territoires, et beaucoup de souffrances, et beaucoup de colonisations ont été faites grâce à la religion chrétienne. Et là en Corée, ce sont les Coréens qui ont demandé à être évangélisés. Et ça aussi, c'était assez révolutionnaire parce que les missionnaires français ne s'en rendaient pas compte. Et ils étaient tellement en fait perturbés par cette demande qu'ils ont été séquestrés par des Coréens. Et quand ils ont voulu s'échapper, la moitié ont été oxy. Et donc il n'y a que quelques Français qui sont revenus de leur voyage un peu tourmenté. Et donc il y a une relation à leur religion un petit peu particulière que vous allez trouver dans ce fait qui est d'une violence. C'est parce qu'on leur a vendu votre salut, vous allez l'avoir en vénérant Dieu, et parce que vous allez tous trouver votre salut en faisant des bonnes actions ou en donnant de l'argent. Et c'est le sujet de The Fake, c'est qu'il va y avoir un montage d'arnaque sur cette idée de allons construire une église, parce que c'est comme ça que vous allez vous sauver. Vous avez eu une vie très précaire, très dure, très difficile, mais vous allez avoir un salut qui va être garanti grâce à l'argent qu'on va vous donner. Et ça, c'est évidemment odieux et extrêmement cruel, mais voilà. L'idée, c'est que vous compreniez que ce film, c'est un des témoignages que Yeon Sang-go fait, et tous le film sont des témoignages de sa vie citoyenne, de sa vie en tant que réalisateur, et ça, c'est l'un des plus beaux témoignages. Voilà, bon film, merci. Bonjour, bienvenue aux nouveaux arrivants. Combien de personnes étaient déjà là au premier film de ce marathon? Oh, très bien, d'accord, merci. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je ne vais pas refaire la revue pour les nouveaux sur le studio d'Adasho. J'ai fait un entretien avec Yeon Sang-go en 2016 que vous pouvez trouver sur cinémacoréen.fr parce que j'ai été assez exhaustive tout à l'heure.
Donc je vais faire beaucoup plus court pour Seoul Station. Seoul Station, donc c'est un film d'animation. Vous allez voir, comme c'est une production très courte et très rapide en termes de définition, ça va être peut-être à votre goût un peu moins chiadé que The Fake pour ceux qui étaient là, le premier film du marathon. Donc Seoul Station, en fait, c'est vraiment un petit film, un petit budget, ce qu'on appelle pour nous un film d'auteur. Et de toute façon, c'était la volonté de Yeon Sang-ho, puisque lui, ce qui tient à cœur, comme je vous le disais en première partie, ce sont des récits de témoignages en tant que citoyen, en tant que Sud-Coréen, de ce qu'il voit dans sa société. Et Seoul Station ne déroge pas du tout à la règle, et il aime raconter dans ses films, dans ses récits, des thématiques sur la corruption, l'abus de pouvoir et les violences sociales. En fait, ce film qui a été produit en 2016 est son 5e long métrage du studio Dadacho. Il venait de finir la production de Kai, qui était en fait un film d'animation à gros budget pour enfants, et malheureusement ça n'avait pas du tout fonctionné. Pendant la production de Seoul Station, en fait, on lui a proposé de faire son premier film live, qui est Dernier train pour Busan, que vous verrez en 3e partie, et avec son partenaire financier Red Peter et New, ils ont décidé, en termes de distribution, de d'abord sortir Dernier train pour Busan pour profiter en fait du succès de ce blockbuster inédit pour Dadacho, afin de drainer du trafic des spectateurs en salle pour Seoul Station, parce que Yeon Sang-ho était conscient que ce film très pointu pour un public averti, en plus de genre, puisque vous allez voir un film de zombies, n'allait pas drainer beaucoup de spectateurs. Donc, bien que Seoul Station était fini en premier, ils ont fait le choix de le sortir en dernier. Donc si bien que, en fait, en cet été de 2016, on a en juillet la sortie de Dernier train pour Busan et en août Seoul Station. Alors, ça a été un petit budget, ça n'a pas été une très très grosse production, et en termes d'entrée, ils ont quand même réussi à cumuler 144 000 spectateurs, ce qui n'est pas rien pour ce type de production. Et vous allez trouver en fait des sujets assez récurrents dans tous les films, c'est comment on traite les précaires, comment on traite les démunis. Et vous l'avez vu avec The Fake, la leçon à retenir, c'est que la parole du sachant, la parole de celui qui présente bien, vaut plus que celui qui dit la vérité. Parce que Kim Min-chul dans The Fake, il dit la vérité, mais c'est un bon à rien, c'est un violent, c'est un menteur de temps en temps, et personne ne l'écoute dans le village. Ben, c'est ça que met en exergue Yeon Sang-ho, c'est que souvent les plus démunis, les plus précaires, n'ont pas de voix, n'ont pas de visibilité, et c'est très compliqué pour eux de s'en sortir. Dans Seoul Station, il aborde surtout en fait la jeunesse. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de spectateurs très jeunes, et on parle des problèmes de prostitution, c'est-à-dire quel est l'avenir qu'offrent les autorités sud-coréennes à la jeunesse. Et la protagoniste dans cette histoire est une jeune fille qui est complètement paumée et qui ne trouve malheureusement d'autres issues que la prostitution. Et en fait, il s'est tout simplement inspiré des rencontres qu'il a fait auprès de SDF à Séoul, auprès de jeunes qui étaient en fugue et complètement largués aux mises au banc de la société sud-coréenne, car comme je le disais en première partie, si vous ne répondez pas aux critères sociaux de réussite, vous êtes vraiment un paria de la société. Et donc il avait été très marqué de ces entretiens qu'il avait eus. Et pourquoi il a fait ce long métrage d'animation avec ce nom-là, c'est que pour lui, la gare dans une ville est un peu le centre névralgique d'une ville. Et souvent, la gare est dans un quartier plutôt luxueux, riche, avec plein de commerces qui drainent beaucoup de trafic, c'est assez central. Et il aimait traiter de cette contradiction, en fait, entre un quartier luxueux, riche en commerce, où on pousse au consumérisme, et tous ces précaires qui viennent, en fait, trouver un toit, tout simplement. Et vous allez voir dans quelques scènes dans Seoul Station, on voit beaucoup de SDF rester dans la station, et tout simplement, suite à une épidémie, va se transformer en zombie. C'est aussi, pendant qu'on lui a proposé la production de Dernier train pour Busan, que ça s'est révélé être un diptyque. Parce qu'à la base, Seoul Station était vu comme un long métrage tout seul. Et si les personnes qui restent pour Dernier train pour Busan, vous avez peut-être remarqué des motifs récurrents et surtout des personnages récurrents. Donc il a été marketé un peu d'une certaine façon en disant Seoul Station Dernier train pour Busan, c'est une sorte de diptyque. Donc là, vous allez découvrir ce qui se passe avant l'aube, lors d'une nuit.
Et Dernier train pour Busan, c'est ce qui se passe après l'aube. Et dernier point, avant que vous ne regardiez le film, il y a une résonance en fait tout à fait actuelle de l'époque où a été sorti le film, en 2016. C'était sous la présidence de la présidente Park Geun-hye, qui est en fait la fille de l'ancien dictateur Park Chung-hee. Et il y a eu beaucoup de manifestations pendant son mandat présidentiel, avec beaucoup de contestations légitimes, et malheureusement qui ont été dirigées avec beaucoup de violence, beaucoup de répression. Et vous allez voir dans Seoul Station une scène qui a beaucoup marqué les spectateurs sud-coréens de manifestations avec des trompes d'eau, des jets d'eau. Il y a eu un fait divers pendant une vraie manifestation à Séoul où un monsieur a été blessé mortellement parce que en Corée, quand on vous réprime, ce sont des canons à eau extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que la norme maximale légale. Ils ont mis des petits bouts en plastique dedans. Le pauvre homme est mort de ses blessures suite à cette manifestation pacifique. Et cette scène dans Seoul Station a été reprise en disant « Voyez ce qu'on fait à la société, voyez ce que vous faites aux précaires, voyez à ceux qui élèvent la voix, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. » Donc c'est un film qui peut résonner aussi avec notre actualité en France sur l'état d'urgence, de comment on réprime les manifestations. Donc gardez ça en tête parce que c'est un simple outil de fiction qui vous dit c'est quoi notre rôle de citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que notre voix soit entendue. Voilà, merci, bon film. Au Brady, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui était là dès le premier film? Merci pour votre fidélité. Et au deuxième film? Super. Alors, je ne vais pas répéter parce que je voudrais être assez bref pour vous permettre de rentrer tranquillement dans l'heure du couvre-feu, puisque ce film dure 2h01, générique aussi. Et donc je vais me concentrer davantage sur Dernier train pour Busan. Et comme j'ai enregistré les présentations précédentes, n'hésitez pas à aller sur cinémacoréen.fr pour voir ce que j'ai raconté au préalable sur Yeon Sang-ho et le studio d'Adasho. Alors, Dernier train pour Busan, en fait, c'est le premier film live de Yeon Sang-ho et de sa collaboration avec Red Pepper, son producteur, et New, son distributeur. Et ça a été un énorme succès en Corée du Sud. Il y a eu plus de 11,5 millions d'entrées au box-office sud-coréen. Notamment, c'était un gros budget, c'était une tactique en fait marketing. Je vais l'expliquer au moment de Seoul Station. Seoul Station a été fait avant en termes de production, mais il a été décidé de le sortir après pour bénéficier de l'aura et du succès de Dernier train pour Busan. Donc il est sorti en juillet, Seoul Station au mois d'août, et on y retrouve des thèmes et des sujets récurrents, mais c'est surtout que Yeon Sang-ho n'avait pas du tout prévu de faire un diptyque, donc il les a quand même traités de façon très différente. D'autant plus que lui étant habitué à faire des petits films à petit budget, une production assez courte et rapide, là on lui proposait de faire un film live, et Red Pepper, avec nous, on fait le choix de faire un très très gros budget. Donc c'était plus de 8 millions, et donc c'était la première fois de sa carrière qu'il avait autant d'argent à sa disposition. Et donc vous allez assister à un film de genre, parce qu'il y a des zombies, mais c'est aussi un film d'action spectaculaire, avec beaucoup d'effets spéciaux, et une façon de gérer en fait le huis clos dans un train à grande vitesse, donc le KTX, qui est le petit nom de ce train qui a repris le modèle du TGV français. Et le directeur photo qui a travaillé dessus a vraiment essayé d'optimiser tous les angles de vue pour ce film afin que vous soyez vraiment plongé dans l'action. Je vais vous renvoyer à l'article que j'ai fait sur cinémacoréen.fr spécifiquement sur ce film parce que j'y détaille beaucoup de choses. J'ai fait un dossier sur les films de zombies sud-coréens, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi Dernier train pour Busan est assez révolutionnaire. Au moment où il est sorti, c'était assez rafraîchissant. Et comme ça a été considéré comme un blockbuster, beaucoup de personnes du grand public n'avaient vraiment pas vu de films de zombies, et surtout de films zombies sud-coréens. Il a essayé donc de faire ce compromis financier, créatif et esthétique, parce qu'il n'avait pas l'habitude de faire des films live, pour continuer à produire les films d'auteur en animation qui lui correspondaient. Et donc il a accepté la proposition de Red Pepper d'être aux commandes de cette grosse machine. Et vous allez peut-être reconnaître aussi des influences dans ce film. Il aime effectivement tous les classiques des films de zombies. Donc il y a Night of the Living Dead de Romero, 28 Days Later.
et beaucoup d'autres très, très récents que peut-être que vous avez vus, Army of Darkness de Sam Raimi ou Shaun of the Dead par exemple. Il a aussi été très influencé pour ce film par un manga, Hero de Kengo Hanazawa. Donc si vous êtes féru de manga, je vous propose de découvrir cette petite lecture. Et comme je le disais en introduction au début du marathon, c'est un grand, grand fan de Satoshi Kon. Donc vous allez retrouver aussi des motifs et une espèce de violence graphique qu'il a hérité de Satoshi Kon. Vous allez avoir à peu près 3 thématiques qui sont très prégnantes dans ce film. Là, pour ceux qui ont été depuis le début du marathon, ils ont surtout vu ce motif du père et de la fille, parce que nous sommes dans un cinéma qui reflète la société coréenne très patriarcale. Donc la figure parentale est très importante, et elle est d'autant plus importante pour Yoon Sang-ho parce qu'à cette époque-là, il venait d'être papa. Et la grande question qui se posait, c'est quel avenir je vais offrir à mon enfant. Et ça, c'est quelque chose qui le tracasse, qui vraiment le turlupine dans tous ses récits, dans tous ses films. Donc vous allez retrouver l'image toujours du père qui va essayer de sauver sa petite fille. Et c'est aussi le cas dans beaucoup de films sud-coréens. Les pères se posent des questions. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour nos enfants, cette nouvelle génération, les jeunes qui surnomment la Corée du Sud Hell Korea, Hell Chosun, le pays de l'enfer, parce qu'ils n'ont pas de perspective. Vous allez aussi voir comment on traite des laissés pour compte, des démunis, ceux qui n'ont pas eu accès à la réussite sociale, à l'ascension sociale. Vous allez avoir une espèce de lutte des classes, un peu à la Snowpiercer de Bong Joon-ho, par exemple, et aussi le traitement de l'état d'urgence. Je l'expliquais très rapidement dans Seoul Station, il y a des manifestations qui sont réprimées. Ce sont en fait des symptômes de la contemporanéité de la démocratie sud-coréenne, bien qu'ils aient soi-disant élu des présidents, c'était quand même un régime dictatorial pendant très 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 longtemps. Et la présidente Park Geun-hye, qui a été destituée il y a quelques années, a en fait aussi cristallisé cette violence répressive des autorités, et vous allez le sentir dans ce film live, c'est comment le lambda, le citoyen de base, va devoir se confronter à la plus grande autorité et aux représentations de l'autorité. Et aussi comment les gens vont être solidaires ou pas, selon qu'ils sont de la même classe ou pas. Et là, il ne s'agit pas de la classe 1 ou de la classe 2 du train, mais vous allez voir, il y a des archétypes qui ne sont pas forcément très subtils, mais qui représentent véritablement des figures du film d'action et du héros ou du méchant. Mais c'est un spectacle quand même jubilatoire, jouissif.